Bienvenue dans cette capsule d'information sur la qualité de l'eau dans le secteur du barrage du Lalard. Il y sera question des diverses composantes de la qualité de l'eau, des impacts des changements climatiques et du rôle du barrage dans le maintien d'une eau de qualité. Le barrage du Lalard est situé à l'embouchure du Grand Lac Saint-François et sa gestion dépend des besoins en eau des barrages localisés au lac Elmer et au lac Louise. L'aire d'étude inclut donc le Grand Lac Saint-François, le lac Elmer et le lac Louise. La qualité de l'eau est un enjeu important pour la population locale. En effet, 56% des gens ayant répondu à notre sondage sont préoccupés par la qualité de l'eau, à tout le moins à certains moments de l'année et à certains endroits du territoire. L'eau est essentielle non seulement pour l'humain, mais également pour la faune et la flore, qui profitent des écosystèmes aquatiques pour se nourrir et se reproduire, mais aussi le maintien d'une bonne qualité d'eau est important pour la pratique d'activités récréotouristiques comme la baignade et la pêche, mais encore davantage pour la santé de la population locale, qui, puisque l'eau potable de plusieurs riverains municipalités provient des divers plans d'eau. Le service d'approvisionnement en eau, justement de Tête-Fort-Maine, s'alimente à partir du Grand Lac Saint-François. La majorité des riverains du lac Saint-François, notamment, utilisent quant à eux majoritairement de l'eau provenant de puits artésiens privés. Parmi les répondants à notre sondage ayant observé des problèmes de qualité d'eau, 64% attribuent la mauvaise qualité de l'eau surtout à la présence de cyanobactéries. Pour 23% des répondants, ce sont plutôt les contaminants issus des déversements agricoles et des eaux usées qui sont préoccupants. Finalement, 13% des répondants ont mentionné la dermatite du baigneur comme indicateur de la mauvaise qualité d'eau. Sur la carte, on peut voir les zones où la qualité de l'eau est jugée problématique, notamment par rapport à la contamination, mais aussi aux cyanobactéries ou à la dermatite du baigneur. Les données du sondage ont été ici amalgamées avec les données de la littérature. Aucune mention n'a été faite quant à l'accumulation des sédiments cependant. Selon notre sondage, 60% des résidents et utilisateurs qui fréquentent le secteur à l'étude considèrent que les cyanobactéries et la pollution anthropique sont des enjeux qui sont présents depuis plus de 10 ans dans le secteur. Plusieurs contaminants sont présents dans l'aire d'étude, mais le suivi du phosphore en particulier est important puisqu'il contribue notamment à la prolifération des cyanobactéries et au vieillissement prématuré des lacs. Le taux de phosphore, faut-il le rappeler, a été fixé par le ministère de l'Environnement comme indicateur d'un lac en bonne santé et ce taux a été fixé à 10 microgrammes par litre. Sur la carte, on peut observer les teneurs en phosphore dans le secteur selon les données du réseau de surveillance volontaire des lacs et du nouvel atlas de l'eau du ministère de l'Environnement. On y constate que les concentrations en phosphore dépassent à certains endroits l'objectif du 10 microgrammes par litre, particulièrement au lac Elmer. Il est à noter que plusieurs déversements ont lieu par année à l'ouvrage principal de surverse de la station de traitement des eaux de Bollac-Garby, dont 17 en 2019, ce qui peut-être expliquer les taux de phosphore plus élevés dans ce secteur. Une autre donnée importante est la saturation en phosphore des sols proches de l'aire d'étude, puisque le phosphore peut se retrouver dans les plans d'eau éventuellement, notamment lors des précipitations de pluie. Des taux élevés en phosphore correspondent en majeure partie aux zones où ont lieu des activités agricoles, agroforestières et forestières. Comme précisé dans la capsule sur la protection de la qualité de l'eau, la capsule générale, le pourcentage de saturation de phosphore ne doit pas dépasser 7,6% pour un sol contenant 30% et plus d'argile et se limiter à 13% pour un sol contenant moins de 30% d'argile. Selon les teneurs en argile, le sol du secteur pourrait être près d'une saturation maximale en phosphore puisque leur concentration en phosphore se situe entre 5,1 et 7,6%. Évidemment, cela va dépendre de la concentration en argile dans le sol. D'autres contaminants se retrouvent également dans l'eau. Notamment les bactéries ont été décelées près des stations d'épuration d'eau usée. Toutefois, les concentrations ne sont pas préoccupantes. Par ailleurs, des amalgames blanchâtres non identifiés ont été vus à leur sortie des stations d'épuration d'eau usée et mériteraient une certaine attention. Une autre source importante de dégradation de la qualité de l'eau est l'érosion des berges. L'érosion est un processus d'usure et de transformation physique des roches et des sols qui s'effectue sous l'influence du vent, de la pluie, de la glace et de l'eau en mouvement. Les matières détachées des berges s'accumulent ainsi graduellement dans les plans d'eau. L'ampleur du phénomène dépend du type de roche et du sol,
ainsi que de la force des facteurs d'érosion. L'érosion est un phénomène naturel, mais il est souvent aggravé par l'action humaine, comme expliqué dans la capsule générale sur la qualité de l'eau. 70% des répondants à notre sondage affirment avoir observé de l'érosion dans le secteur à l'étude. Selon notre sondage et les informations dans la littérature, cette érosion se situe principalement au niveau du chemin du barrage au Grand Lac Saint-François et sur la rive côté est, notamment à Lambton. Du côté du lac Elmer, l'érosion est observée dans le secteur de Blackgarby et au niveau du parc du lac Elmer dans le secteur de Stratford. Au lac Louise, l'érosion sévit surtout au niveau de la rivière au saumon. L'érosion au Grand Lac Saint-François peut être visible à certains endroits, tout autant dans les champs que sur les berges déjà végétalisées, mais où les racines sont mises à nu jusqu'à la chute éventuelle des plants dans le lac. Selon 37% des répondants au sondage, l'érosion dans l'aire d'étude est observée depuis plus de 10 ans, mais il semble que le phénomène, à certains endroits, ait pris de l'ampleur dans les 5 dernières années, selon 41% des participants. Cette photo de 1939, prise au lac Elmer, montrait déjà le phénomène de l'érosion des rives. On y remarque qu'une partie de la rive s'est effondrée jusqu'aux arbres, laissant les racines à nu. Sur la propriété voisine, par exemple, un muret protège la rive pour éviter ce type d'événement. Les vents dominants venant de l'ouest contribueraient aussi à l'érosion des rives du côté est principalement, en générant de fortes vagues. Ce phénomène est justement constaté au sud-est du Grand Lac Saint-François, du côté de Lambton, selon certaines personnes ayant répondu au sondage. Les cyanobactéries, qu'on appelle souvent algues bleues ou bleu-vert, constituent un danger de santé publique important dans l'aire d'étude. Plus de la moitié des répondants à notre sondage ont affirmé avoir remarqué des éclosions de cyanobactéries au Grand Lac Saint-François, et la majorité affirme que la problématique daterait de plus de 10 ans. Selon le ministère de l'Environnement, qui a publié un répertoire des plans d'eau touchés par les cyanobactéries de 2004 à 2017, le Grand Lac Saint-François et le lac Elmer ont fait l'objet de 11 épisodes majeurs d'éclosion de cyanobactéries au cours de cette période, dont 5 avant 2010. La carte montre ici l'occupation du territoire, c'est-à-dire les usages du sol autour des 3 lacs du bassin versant. Au Grand Lac Saint-François, il est à noter que la moitié des rives sont occupées par le Parc national de Frontenac, géré par la CEPAC, et environ 1200 propriétés occupent le reste des rives. On voit que les activités principales dans le territoire sont la villégiature et les activités récréotouristiques, mais aussi les exploitations agroforestières et plus largement les activités agricoles. Donc, l'ensemble des usages du sol du territoire peuvent exercer des pressions sur les plans d'eau, tant au niveau de l'apport en contaminants qu'au niveau de l'érosion des berges. Comme on peut le constater sur ces photos du Grand Lac Saint-François, de nombreux riverains se sont installés autour des lacs et au fil des années. Un autre exemple au lac Elmer est à Stratford, entre 1966 et 2019, on peut voir la densité de riverains qui se sont installés le long des lacs, illustrée ici par l'augmentation des quais sur l'eau. En plus des activités agroforestières et agricoles de la région qui affectent la qualité de l'eau, le Grand Lac Saint-François et le lac Elmer sont très fréquentés par des activités récréotouristiques, incluant les activités nautiques qui provoquent des vagues importantes comme le ski nautique, le surf, la planche et les motos marines, et contribuent ainsi à la fois à l'apport de contaminants et à l'érosion des berges. On peut constater par exemple sur les photos prises au Grand Lac Saint-François la hausse du nombre de quais entre 1980, 2012 et 2019, accueillant les bateaux des usagers du lac et des touristes de plus en plus nombreux chaque année. En général, la gestion des barrages a un impact direct sur la qualité de l'eau si elle aggrave le phénomène de l'érosion des berges. Elle a également un effet indirect si elle maintient un niveau d'eau très bas qui augmente la concentration des contaminants et réchauffe l'eau dans les zones peu profondes. Le réchauffement de l'eau est justement un facteur de prolifération des cyanobactéries. Il est à noter que le marnage au Grand Lac Saint-François, donc soit la différence entre le niveau le plus élevé et celui le plus bas dans une année, peut atteindre jusqu'à 7 mètres. Tel qu'expliqué dans la capsule sur la protection de la qualité de l'eau, il existe plusieurs stades de vieillissement pour un lac. Un lac eutrophe est considéré en fin de vie, alors qu'un lac oligotrophe est un lac jeune et en bonne santé. L'eutrophisation d'un lac est influencée directement par sa morphologie. Le Grand Lac Saint-François, par exemple, a une profondeur moyenne d'environ 15,6 mètres, avec une profondeur maximale de 40,2 mètres.
Il contient près de 710 millions de mètres cubes d'eau qui se renouvellent après 330 jours approximativement. Le lac Elmer, lui, contient 227 millions de mètres cubes pour une profondeur maximale de 33,5 mètres et une profondeur moyenne de 7 mètres et se renouvelle à peu près tous les 2 mois et demi, soit près de 5 fois par an. Enfin, le lac Louise contient environ 1,4 million de mètres cubes d'eau, mesure 23,6 mètres de profondeur maximale, une profondeur moyenne de 8 mètres, et l'eau se renouvelle environ tous les 2 ans, donc soit 730 jours. Le Grand Lac Saint-François est considéré comme étant à un stade de transition oligomésotrophe dans sa partie nord et plutôt mésotrophe pour sa partie sud. Pour le lac Elmer, 3 zones du lac se distinguent, notamment le secteur du Trélis en transition méso-eutrophe, le secteur Bolgarby classé au stade lui mésotrophe et enfin le secteur de Saint-Gérard classé oligomésotrophe. Aucune donnée n'existe pour l'instant pour le lac Louise. Les problèmes de qualité d'eau, particulièrement les cyanobactéries, ont des impacts directs sur la qualité de l'eau potable puisée dans le Grand Lac Saint-François. Plusieurs répondants au sondage ont assisté à la fermeture de plages au lac Saint-François et au lac Elmer du fait d'une mauvaise qualité d'eau, ce qui représente une perte économique pour l'industrie touristique locale, mais aussi un impact important pour les usagers locaux qui ne peuvent pas profiter du lac pour la baignade. Plusieurs riverains sont préoccupés également par une potentielle perte de valeur de leurs propriétés à cause des cyanobactéries et ou de l'érosion de leurs berges. Des sommes importantes ont été investies dans la stabilisation des rives. Le stress et l'anxiété, enfin, face aux enjeux environnementaux ainsi que pour les riverains face à la préservation de leurs propriétés, sont bien palpables dans la communauté locale. Selon Ouranos, un organisme spécialisé dans l'étude du climat, l'augmentation de la fréquence et de l'intensité des précipitations dues au changement climatique pourrait entraîner une hausse des contaminants dans l'eau, en raison par exemple de débordements plus fréquents des eaux usées municipales. Ces intempéries favoriseront également le développement de cyanobactéries et la sédimentation, en apportant plus de nutriments et de matières en suspension dans les plans d'eau, soit par les ruisseaux ou les tributaires, ou encore par le lessivage et l'érosion des berges des terres agricoles. Des étiages plus prononcés seront aussi attendus, c'est-à-dire des niveaux d'eau plus bas, qui engendreraient ainsi une plus faible dilution des contaminants. De plus, une eau plus chaude diminue les concentrations en oxygène et favorise la croissance des algues et la toxicité de certains contaminants. Enfin, dans un contexte de changement climatique, la prolifération des cyanobactéries dans les lacs pourrait s'intensifier, baissant alors davantage la qualité de l'eau. Devant ce constat, plusieurs actions ont été posées dans l'aire d'étude pour améliorer la qualité de l'eau, tant par l'État que par la société civile. Il est intéressant de noter que les objectifs de conformité des stations de traitement des eaux usées des municipalités riveraines se situent entre 85 et 100%, à l'exception de Beaulac qui a un taux de conformité de 66,7%. Selon les données de 2019 du ministère de l'Environnement, cette station comporte 2 ouvrages de surveille sur son réseau, dont un particulièrement actif, comme nous l'avons vu précédemment. Pour contrer l'érosion et protéger la qualité de l'eau, le gouvernement provincial a adopté en 1987 la politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables. Cette politique indique qu'une bande riveraine de 10 ou 15 mètres de largeur, selon la pente du terrain, doit être maintenue en tout temps sur toutes les rives du Québec. En milieu agricole, la bande riveraine est de 3 mètres et cette distance est mesurée à partir de la ligne des hautes eaux. Dans le cas d'un lac dont les niveaux d'eau sont gérés par un barrage, la ligne des hautes eaux correspond au niveau d'exploitation maximale du barrage, soit pour le Grand Lac Saint-François 290,18 mètres et pour le lac Elmer 248,75 mètres. Les 3 MRC, soit les Appalaches, Granit et Haut-Saint-François, ont adopté les normes de la politique provinciale dans les années 2000 lors de leur mise à jour des schémas d'aménagement et de développement. Les municipalités locales doivent, elles, appliquer le schéma d'aménagement de leur MRC dans leur plan d'urbanisme. Toutefois, la MRC du Granit indique dans son schéma de conserver une bande riveraine de 15 mètres. C'est pourquoi le plan d'urbanisme de la municipalité de Saint-Romain a fixé cette même largeur dans son plan d'urbanisme, quelle que soit la pente du terrain. Les municipalités d'Adstock et de Wheadon ont ajouté l'obligation de renaturaliser les rives sur une largeur de 5 ou 7,5 mètres selon la pente.
Étant donné les variations dans les normes applicables, il est important pour les riverains de bien s'informer auprès de leur municipalité locale afin de respecter les normes en vigueur. Le schéma d'aménagement des MRC du granit et des Appalaches fixe également les conditions qui doivent être suivies pour les travaux de stabilisation des rives en se basant sur des avis techniques du gouvernement provincial. On y précise que, notamment, lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne permettent pas de rétablir la couverture végétale et le caractère naturel de la rive, les ouvrages et les travaux de stabilisation végétale ou mécanique, tels que les pérés, les gabions ou finalement les murs de soutènement, en accord avec la priorité à la technique le plus susceptible de faciliter l'implantation éventuelle de la végétation naturelle. Pour contribuer à la diminution de l'érosion des rives, des restrictions importantes à la navigation ont été mises en place dans l'aire d'étude. En effet, le gouvernement fédéral, qui a une compétence législative exclusive sur la navigation, a interdit l'usage de certains types d'embarcations et a limité la vitesse dans plusieurs zones de navigation en vertu du règlement sur les restrictions visant l'utilisation des bâtiments de la loi de 2001 sur la marine marchande du Canada. Ainsi, l'usage complet d'embarcations au moteur est interdit sur une partie de la baie aux rats musqués et l'usage de bâtiments mécaniques, soit les embarcations avec des moteurs à combustion interne ou à vapeur, est interdit également au lac Louise. De plus, la vitesse est limitée à entre 10 et 40 km/h dans plusieurs zones au Grand Lac Saint-François et au lac Elmer, et 70 km/h dans le reste du Grand Lac Saint-François. Des balises limitant la vitesse des bateaux près des rives sont également installées chaque année par l'Association des riverains du Grand Lac Saint-François, et vous pouvez consulter les détails des restrictions des usages et des vitesses des bateaux en vous rendant à l'adresse internet inscrite dans le tableau en bas. Comme nous avons pu le constater, les changements climatiques ne feront qu'aggraver les causes déjà bien présentes de la dégradation de la qualité de l'eau. Par ailleurs, la gestion des barrages fait partie intégrante de ces causes en augmentant l'érosion des berges avec des niveaux d'eau élevés et en concentrant les contaminants avec des niveaux d'eau maintenus trop bas. Toutefois, elle n'affecte pas les autres composantes de la qualité de l'eau. Considérant les changements climatiques et les préoccupations des communautés locales, une gestion adaptative et intégrée des barrages devrait, par conséquent, considérer l'érosion des rives lors de l'établissement de ces codes d'exploitation. Pour les autres composants de la qualité d'eau, ainsi que pour compléter l'action des barrages, des plans de gestion particuliers pouvant s'inspirer des actions déjà posées aux initiatives innovantes devraient être établis pour minimiser les impacts des changements climatiques. Le projet Climatons-nous compte sur le soutien financier de plusieurs partenaires gouvernementaux, municipaux, académiques et communautaires. Pour de plus amples informations sur le projet, nous vous invitons à naviguer sur notre site web et à consulter les différentes capsules d'information. Vous pouvez également nous faire parvenir vos commentaires en nous écrivant à l'adresse acclimatons-nous@usherbrook.ca. Merci et au plaisir de vous revoir sur notre site web ou en personne lors des futures assemblées publiques. En cliquant ici, enfin, vous pouvez accéder directement à la capsule générale sur la protection de la qualité de l'eau. Merci.